consolidate objects as the window of opportunity is closing. Dans l'ombre de la nuit, ils convergeaient ici, les nécromanciens avec leur magie noircie. Claire, bobo et sorcière, princesse déguisée, ils invoquent les morts pour leur guerre avisée. Les hordes morts vivants, leur chant est lugubre pour la bataille finale. Ils se préparent avec ferveur, mais nous les vivants, nous résistons, nous luttons contre leur sombre règne, nous forgeons notre union. Nous forgeons notre union. Horde de démons succubes et morts sans fin, pour briser la société dès leur but est certain. Gynocratie, gérontocratie, leur cible est claire. Ils cherchent la conquête sans une once de misère. Les vérités cachées, les masques tombent, les âmes perdues révèlent leur sombre compte. Leur but manipuler, diviser, asservir pour un choc de guerre où ils espèrent triompher. Les hordes morts vivants, leur chant est lugubre pour la bataille finale. Ils se préparent avec ferveur, mais nous les vivants, nous résistons, nous luttons contre leur sombre règne, nous forgeons notre union. Nous forgeons notre union. Oh, ombre et lumière dans cette guerre sans fin. Les morts vivants avancent, mais nous ne cédons pas un pouce, car en notre cœur brûle la résistance. Nos âmes ne plieront pas face à leur existence. Ombre et lumière dans cette guerre sans fin. Les morts vivants avancent, mais nous ne cédons pas un pouce, car en notre cœur brûle la résistance. Nos âmes ne plieront pas face à leur existence. Dans l'obscurité, leur pouvoir semble grand, mais la lumière de la vérité en nous elle se répand. Pour chaque mort invoquée, nous opposons notre vie, car en l'union des vivants, la victoire se profile. Les hordes morts vivants, leur chant est lugubre pour la bataille finale. Ils se préparent avec ferveur, mais nous les vivants, nous résistons, nous luttons contre leur sombre règne, nous forgeons notre union. Les hordes morts vivants, leur chant est lugubre pour la bataille finale. Ils se préparent avec ferveur,
Les hordes de morts vivants, leur chant est lugubre. Pour la bataille finale, ils se préparent avec ferveur. Mais nous les vivants, nous résistons, nous luttons contre leur sombre règne. Les hordes morts vivants, leur chant est lugubre. Pour la bataille finale, ils se préparent avec ferveur. Mais nous les vivants, nous résistons, nous luttons contre leur sombre règne. Nous, leur bonheur, les hordes morts vivants, leur chant est lugubre. Pour la bataille finale, ils se préparent avec ferveur. Mais nous les vivants, nous résistons, nous luttons contre leur sombre règne. Nous forgeons notre union. Nous forgeons notre union. Nous luttons. Et bonjour à tous, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la Révolution culturelle, épisode du 2 décembre 2024, quatrième partie de la recension, la tour de Basel, la tour de Bâle, The Shadowy History of the Secret Bank that runs the world, l'histoire occulte de la banque secrète qui gouverne la planète d'Adam le Bord. Retour sur les 3 précédents épisodes, la construction de la première fondation. Aujourd'hui, nous terminons le récit de la construction européenne. Comment les nazis, les banques centrales et l'empire anglo-américain. Donc, qu'est-ce que je prends dans l'empire anglo-américain? Département du Trésor américain, département d'État et la Maison-Blanche. Ça, c'est l'appareil avec la CIA. Et ensuite de ça, tu as le gouvernement britannique, donc la couronne britannique. La banque de... oui, j'ai oublié la réserve fédérale américaine. La banque d'Angleterre. MI6. L'équivalent, le ministère des Affaires étrangères. Foreign Office, qu'ils appellent en Angleterre. Donc, le bureau du premier ministre. Tout ce monde-là ensemble. Ça, c'est l'empire anglo-américain qui se sont partagés l'Europe avec les Allemands, qu'ils ont coopté, qu'ils ont fait venir, avec l'opération Paperclip, post-Deuxième Guerre mondiale. Donc, comment les nazis, les banques centrales et l'Empire anglo-américain ont créé la deuxième fondation, après avoir créé la première. Parce qu'ils ont créé les deux. L'Eurosystème ou la Banque centrale européenne, la deuxième fondation. Fin de carrière pour les derniers nazis, rendus à l'époque de la construction de la Banque centrale et de la reconstruction de la Bank of International Settlement avec un building de 18 étages qu'on va voir tantôt. Donc, à cette époque-là, c'est la fin des nazis et on va voir les fins de carrière pour ces personnes-là. Et on va parler donc de la nouvelle garde, la deuxième génération de fonctionnaires meurtriers tels que décrits par Hannah Arendt dans ses livres en question sur le totalitarisme. Je les ai dans ma bibliothèque. Là, derrière. Donc, je vous rappelle, si vous écoutez l'épisode en différé, à un moment, ça va couper. Et donc, vous allez devoir terminer l'épisode en payant 5$. 5$ par mois pour avoir accès au contenu pour membres. Oui, je vais aller montrer c'est où. Très important. Donc, évidemment, vous pouvez vous abonner sur YouTube. Et là, vous allez dans la section abonnement ici. Vous allez avoir, c'est l'onglet, un onglet ici. Et là, vous allez avoir accès au contenu avec les étoiles vertes réservées aux membres. Par exemple, le dernier, c'est la droite éveillée, le wokisme de droite. Et évidemment, je sors les segments aussi de chaque émission pour faciliter votre écoute. Ensuite de ça, vous pouvez vous abonner sur mon site web yannrochdy.com. Vous avez accès à tout le contenu aussi ici. Ainsi que via Substack, yannrochdy.substack.com. Ici, c'est dans la section podcast. Vous allez avoir accès aux vidéos.
Et je vous envoie aussi les infolettres du contenu, comme par exemple ici, le Roche 10 me prend en otage Radio-Canada. C'était toute une expérience que j'ai faite. Donc, merci beaucoup aux Patriciens qui rendent mon travail possible. Vous avez vu les 2 dernières semaines, je peux mettre beaucoup de podcasts. Ah oui, je voulais vous montrer aussi dans... Tous les liens sont dans la description du vidéo, ici. Et j'ai mis 2 clés Bitcoin et Ethereum si vous voulez m'aider à financer le trésor de guerre du Rochdisme de la manière la plus hors de tout problème possible. C'est évidemment via ces cryptos-là. Merci beaucoup à Mathieu Larouche qui a fait le plus gros don de l'histoire de mon podcast, 1000$. Ça finance ma fin d'année. Donc, merci pour le cadeau. Je vais pouvoir me faire un cadeau de Noël. Merci. Et c'est pas mal ça. Donc, vous avez vu ceux qui ont beaucoup de culture au niveau sci-fi fantasy ont reconnu dans le titre un hommage à Isaac Asimov. Donc, la deuxième fondation, petit hommage à Seconde Fondation, qui est le cinquième livre chronologique dans le cycle des fondations de Isaac Asimov, qui est un des 2 gros cycles d'univers narratif qui a été écrit par Isaac Asimov, un peu comme La Terre du Milieu avec Tolkien, un peu comme Harry Potter, un peu comme H.P. Lovecraft, un peu comme Warhammer 40 000. C'est tous des settings qu'on appelle des univers, et il y a toujours des... la plupart des auteurs modernes, dès le début du 20e siècle, ils ont des inspirations antérieures. On peut toujours retracer ces inspirations-là. Dans les trames, qu'on va dire, modernes, scientifiques ou scientistes, cybernétiques, cyberpunk, sci-fi opéra, qu'on va dire aussi, tout ça, c'est... Isaac Asimov va avoir beaucoup participé. C'est un des auteurs les plus connus de ça. Trigger warning si vous écoutez la télésérie, sautez la prochaine minute. Je vous résume ça en tant que lecteur des 5 derniers. J'ai pas lu les 2 premiers parce que ils ont été écrits après. Donc j'ai commencé par Fondation, le premier qui a été écrit au niveau historique. Et donc c'est quoi? C'est un dude qui crée une science qui s'appelle la psychohistoire. C'est Harry Seldon. Il crée une science, ça s'appelle la psychohistoire, puis il prévoit l'effondrement du régime impérial galactique. Là, on est vraiment dans le futur, on est loin, là, on est 12 000. Il voit une crise, puis là, si on fait rien, on se dirigerait peut-être vers 10 000 ans de noirceur. Je sais pas c'est quoi le nombre de millénaires, là, mais en tout cas, beaucoup de millénaires de noirceur, comme un énorme Moyen-Âge dans galactique. Et là, pour éviter ça, il crée un outil qui, selon moi, en 2024, ce serait quelque chose comme un supercomputer, un super ordinateur qui peut-être quantique, qui aurait le modèle galactique le plus parfait, capable de faire plein de scénarios commutables, comme une super grosse matrice capable de gérer tellement de variables qu'on est capable de prévoir l'histoire. Et là, en prévoyant l'histoire, il veut raccourcir la crise qui était inévitable, la raccourcir de plusieurs millénaires à quelque chose comme 400-500 ans. Et dans l'histoire, ils réussissent. Ils réussissent malgré une série d'échecs. C'est ça qui est dramatique dans l'histoire de Fondation, c'est que malgré les crises et les échecs face aux crises, le cycle de Fondation s'accomplit quand même. Et c'est quoi le cycle de Fondation? Donc, Harry Seldon met tous les savoirs, toutes les connaissances scientifiques dans la première Fondation qui devient une super puissance, qui va être conquérie par une autre puissance militaire, le Mulet, qui est un dude qui va se déguiser pour infiltrer, il va réussir à prendre contrôle de la Fondation, et là, il va commencer à dominer la galaxie. Et là, derrière, quelque part, il y a une deuxième Fondation, qui, elle, fait pas de la science, elle fait de la parapsychologie, parascience. Donc, tout ce qui est paranormal,
télépathie, télékinésie, toutes ces affaires-là. Puis là, eux autres, ils deviennent aussi une super puissance occulte. Et là, on va merger les deux. Donc, créer un genre d'androïde qui va avoir des pouvoirs télépathiques et qui va être capable de gouverner l'entièreté de la galaxie pour passer à travers cette série de crises. C'est la fin. Donc, la fin, c'est ils réussissent à mettre à fusionner les deux technologies ensemble. Donc, toute l'androïde de la science et donc tout ce qui est parascience. Et là, ça devient un dieu. Il crée un dieu et là, il va gouverner comme un roi philosophe la galaxie et c'est la fin. C'est la fin. Donc, c'est ça. C'est l'histoire de Fondation en 1 minute et demie. Donc, c'est à peu près ça, le scénario de la construction européenne. À peu près ça. Donc, la Fondation européenne, c'est premièrement la construction d'un marché commun qui est géré par la première fondation, la Bank of International Settlement, la banque créée pour et par les nazis. Et là, la Bank of International Settlement, elle va gérer les balances commerciales entre les États. Premièrement au niveau de l'Europe, et après ça partout sur la planète. Ils vont commencer à gérer des crises au niveau des monnaies, des crises économiques, des bail-outs d'État. Ensuite de ça, on va créer un marché commun du charbon et de l'acier, avec des normes et des standards, des prix fixes. On va mettre tout ça ensemble avec l'accord Bretton Woods, l'once d'or à 35$. Et ensuite de ça, le but, c'est, deuxième étape, construire l'union monétaire. Donc, construire la monnaie de l'euro, l'eurosystème qu'on appelle. Et pour ce faire, pour mettre en place une monnaie, ça prend une banque centrale. Donc aujourd'hui, on parle de l'histoire de la deuxième fondation, sur 3. La troisième, ce serait la fondation de l'armée européenne. Ce serait la troisième fondation pour cimenter ce qu'on appellerait techniquement les États-Unis d'Europe. Donc, chapitre 12, on était rendu à la montée et l'ascension des meurtriers de bureau, les Desk Murderers d'Hannah Arendt. Mais récapitulons les 3 premières parties rapidement. Comment qu'on est arrivé au point où on est. Hein? Comment on est arrivé au point où on veut faire l'union monétaire européenne. Première partie, la création de la Bank of International Settlement après la Première Guerre mondiale pour aider l'Allemagne à payer ses dettes post-guerre de réparation. Parce qu'on a forcé l'Allemagne à payer des dettes aux Français, aux Anglais, à tous les pays qui avaient subi les attaques allemandes. Donc, on a vu aussi dans cette partie-là à quoi ça sert une banque centrale dans le monde moderne. Ça sert à participer au grand jeu de la souveraineté. Si tu es souverain, donc si tu as une monnaie à toi, c'est parce que tu as une banque centrale. Ça te prend une banque centrale. La banque centrale, c'est la valeur de ton économie. La valeur de ton économie se mesure au niveau de la confiance, de la légitimité par la quantité de réserves de capitaux et de d'autres choses que tu as pour te permettre de payer tes dettes, payer tes balances commerciales avec les autres États. Donc, ça te prend une réserve. Si tu n'as pas de réserve, ça veut dire que tu laisses tes entreprises se débrouiller eux-mêmes avec des traités économiques. Tu veux pas. Tu veux tes taxes. Si tu veux tes taxes, ça te prend une manière de gérer ça. Si tu as une manière de gérer ça, ça veut dire que tu as une monnaie. Si tu veux avoir une monnaie, ça te prend une réserve. Donc, on a vu comment les nazis ont infiltré la Bank of International Settlement pour aider à financer le parti nazi. Ensuite de ça, aider à réarmer l'Allemagne. Et ensuite de ça, aider à piller les banques centrales européennes, leur or, pour aider les nazis et pour financer l'économie de guerre britannique et américaine.
On a vu que, donc, cette Bank of International Settlement qui a aidé les nazis et qui a aidé économiquement l'Amérique et l'Angleterre a été donc créée avec l'accord explicite de l'Empire anglo-américain. Donc, c'est pas juste l'Empire anglo-américain, même la France était d'accord. Donc, la Banque de France, la Banque d'Angleterre, la Réserve fédérale, département du Trésor américain, département d'État, la Maison-Blanche, le président français, le premier ministre anglais, tout le monde était d'accord pour la suite des choses. Et donc, tout le monde a fait de l'argent sur le dos de nazis qui se trucident face à des Américains, des Anglais, des Français. C'est à peu près ça qui est arrivé durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça qu'on a vu. Deuxième partie, plus explicitement, comment les nazis ont pillé l'or des banques centrales et les États un peu partout en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Qui a financé explicitement, on a vu les noms des personnes qui a financé et profité de la Deuxième Guerre mondiale. Qui a gagné réellement la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les Allemands. Donc, il semblerait que l'histoire dicte que les Allemands auraient gagné. En fait, non. Les Allemands ont gagné la Deuxième Guerre mondiale face aux autres Européens. C'est une victoire difficile qui a décimé une génération ou deux. Et il y a eu des viols de masse en Europe, en Allemagne de l'Est par les Soviétiques. Mais, grossièrement, ils ont été capables de garder une partie de leur industrie intacte. Et face au reste de l'économie européenne, ils ont été capables d'instaurer ce que eux-mêmes ont décrit comme étant la stratégie du quatrième Reich financier. Le quatrième Reich financier, on a vu qui a écrit ça comme document interne du parti nazi, avec quelle protection. On a vu que le gars a eu un contact avec la CIA et les frères Dawes. Il a été coopté par la CIA et les Britanniques. Et donc, l'Empire anglo-américain a repris le plan du quatrième Reich financier du parti nazi pour se l'approprier et ont ramené les dignitaires du parti nazi pour aider l'Empire anglo-américain à gouverner l'Europe en construction. Donc, comment les nazis ont négocié leur fuite avant la fin de la guerre? C'est comme ça qu'on a vu la fin de la deuxième partie de la recension du livre. Troisième partie, il y a 2 semaines, après la Deuxième Guerre mondiale. On a vu qui, comment, pourquoi a pensé et implémenté le plan Marshall pour reconstruire l'Europe. Reconstruire l'Europe comme quoi? Comme un marché commun, une union monétaire avec la zone euro, et ensuite de ça, l'union militaire, politique. On a vu ensuite de ça, pour terminer, le dénouement, une partie du dénouement de Nuremberg, les procès pour crimes de guerre des dignitaires du parti nazi. On a vu que les gens de IG Farben, le complexe chimique, pharmaceutique et industriel fasciste autour du parti nazi, a vu ses dignitaires, ses chefs, son exécutif libérés pour la plupart de toute sanction, toute pénalité, quelques années de prison pour les pires des enfoirés qui ont utilisé de l'esclavage et qui ont tué pas mal de monde. Donc aujourd'hui, on termine la description du processus de vassalisation européen. Donc quand il y a des gens qui critiquent, comme au Parti québécois, au Bloc québécois, ils critiquent le Canada. Si les personnes qui critiquent le Canada ne critiquent pas l'Union européenne, la zone euro, la Bank of International Settlement, la Banque centrale européenne, c'est pas des vrais souverainistes. Donc, on a vu un processus de vassalisation européen pour l'Empire anglo-américain, la preuve étant dans le pudding, hein? Quelle est la langue officielle de l'Union européenne, malgré le fait que l'Angleterre s'est désaffiliée avec le Brexit en 2016? La langue officielle de l'Union européenne, c'est l'anglais. Il n'y a plus de pays anglophones dans l'Union européenne, mais c'est quand même la langue officielle. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, pour diriger ces États vassaux,
On a des meurtriers fonctionnaires de bureau qui détruisent les économies nationales pour revendre à perte à l'Empire anglo-américain allié aux Allemands. Aux Allemands nazis en plus. Donc en 1960, c'est là qu'on est rendu. On avait terminé en décrivant comment les accords Bretton Woods à l'hôtel Bretton Woods avaient été signés et négociés. Le prix 35$ US pour 1 once d'or. Plus tôt cette année-là, 1960, le prix avait monté à 40$ l'once, car il y avait trop de dollars américains en circulation. Donc, si les banques centrales vendent leurs réserves pour balancer leur balance commerciale négative à chaque année, à peu près à chaque année, il faut que tu le fasses, là, ben, ce qui se passe, c'est que tu vas épuiser à un certain moment tes réserves, comme le Canada ou comme l'Espagne durant la guerre d'Espagne. Et ça, c'est un mauvais move. Parce que ça veut dire que, de facto, ta monnaie va se dévaluer. Donc, évidemment, il y a certaines industries, par exemple les matières premières, qui ça vaut la peine quand ta monnaie se dévalue. Mais plus que tu montes dans la chaîne d'approvisionnement avec des biens qui sont travaillés, les biens manufacturiers plus haut niveau technologique, par exemple, plus c'est pas bon. Tu veux pas ça. Donc, on veut éviter que le dollar américain crash. Parce que si le dollar américain crash parce que le prix de l'or monte trop, ben ça va créer un effet domino et une instabilité globale pour les autres monnaies des vassaux des Américains. Et là, il y a un nouveau doute qui apparaît. Il s'appelle Charles Coombs. C-O-O-M-B-S. Et là, on a ses mémoires qui sont la preuve de ce qui est avancé dans les raisonnements présents. Donc, il a été 15 ans à la Réserve fédérale américaine. Il confirme que les banquiers centraux avaient des intérêts communs, nationaux, donc communs et nationaux à défendre à la Bank of International Settlement. Donc, il y avait deux allégeances. Donc, il y avait deux rois, deux dieux à défendre. Donc, c'est évident que dans ce système Bretton Woods et durant les crises de monnaie qui vont venir, c'est les intérêts nationaux qui priment pour chacun des banquiers centraux. Donc, peu importe qu'est-ce que la BIS voulait, une banque sans politique, la politique en revient tout le temps. Charles Coombs, c'est lui qui avait la job de réassurer les autres banquiers centraux sur la stabilité du dollar américain à la Bank of International Settlement. Donc, il représentait la Réserve fédérale à Basel. Et il disait, on va tout faire à toutes les fois qu'ils se rencontraient 2 fois par mois. On va tout faire pour stabiliser le prix de l'once d'or. Donc, de 1960 à 1975, c'est lui qui était là, au meeting des gouverneurs de la Bank of International Settlement. Charles Coombs, impressionné par un nouvel ami qui se fait pendant son passage, un certain Karl Blessing, président de la Bundesbank. Bundesbank, la nouvelle réserve banque centrale allemande, après la Reichsbank. La Bundesbank, c'est le nouveau nom, c'est le nom actuel. Et donc, ces personnes-là, Charles Coombs, Karl Blessing, c'est un peu la nouvelle garde. Après la première garde nazie qu'on a décrite depuis les 3 premiers épisodes. Et donc, c'est qui cette nouvelle garde? Ben, c'est encore des anciens nazis. Donc, la plupart des politiciens et des banquiers, des financiers, des industriels qui ont gouverné l'Allemagne de l'Ouest après la Deuxième Guerre mondiale étaient des anciens nazis. Donc, les banques, les finances, tout ce qui est militaire, le renseignement, l'administration du gouvernement, à peu près à 100% des nazis. Des nazis comme Hans Globk, qui était donc le conseiller sécurité nationale du chancelier Konrad Adenauer à l'époque. Il a aidé
lui, Hans Globke, à écrire les lois de Nuremberg. Donc, les lois de Nuremberg, avant les procès de Nuremberg, c'était les lois antisémites pour reprendre les propriétés des Juifs. Ensuite, un autre exemple, Richard Gehlen, chef du renseignement de l'Allemagne post-nazie, qu'on va dire. Et pendant la guerre, il était le chef du renseignement militaire du front de l'Est. Et il est responsable de beaucoup de morts. On a vu, il y a 2 semaines, tous les directeurs d'IG Farben, à peu près, ont été protégés durant Nuremberg. Donc ça, c'est 3 exemples de protection et de réinstauration des nazis, des chefs nazis en place dans l'Allemagne de l'Ouest. Revenons à Karl Blessing. Donc, en 1930, avant la Deuxième Guerre mondiale, Karl Blessing écrit un mémorandum. Le titre du mémorandum, l'opinion sur comment la Reichsbank devrait se conduire à l'intérieur de la Bank of International Settlement. Donc, c'est un mémorandum qui explique comment les fonctionnaires allemands, futurs nazis, devraient argumenter au niveau des conférences sur les réparations de la Première Guerre mondiale et comment ils devaient proposer tout le temps des scénarios complètement utopiques, faire des demandes impossibles et undermine, donc détruire la légitimité de la Bank of International Settlement afin de faire dérailler le plan du comité Young, Owen Young. Et donc, c'était une stratégie de négociation afin d'infiltrer et d'utiliser la Bank of International Settlement pour aider le parti nazi. Donc, Karl Blessing retourne en Allemagne en 1944, après son passage à la BIS. Il devient conseiller d'un certain ministre de l'économie, dont j'ai parlé dans les 3 derniers épisodes, Hjalmar Schacht, le représentant de l'économie nazie, jusqu'à temps que Walter Funk prenne le contrôle durant la guerre. Parce que Hjalmar Schacht, c'était un dude qui a renoncé à la stratégie nazie. Il n'a pas vu l'intérêt de poursuivre, je pense, rendu en 1940. Donc, Karl Blessing, c'est le second de Hjalmar Schacht, celui qui a construit l'économie du parti nazi. En 1938, Karl Blessing, c'est lui qui a la job d'absorber la Banque centrale autrichienne et donc de lier de manière permanente les économies autrichiennes et allemandes. L'année suivante, en 1939, il quitte le ministère de l'économie nazi avec son boss, 39, Hjalmar Schacht. Hjalmar Schacht critique Hitler. Et là, après la démission et l'instauration de Walter Funk pour remplacer Hjalmar Schacht, Karl Blessing retourne sa veste et s'en va courtiser le nouveau chef de l'économie nazie. Intéressant. Donc, il revient à la Reichsbank sous le successeur Walter Funk comme conseiller. Il participe à 38 meetings centraux avec l'oligarchie industrielle nazie en lien avec les comptes financiers des SS. Les comptes financiers du SS qui étaient liés au baron Kurt von Schroeder, avec les banques financées par l'Empire anglo-américain pour aider à fonder le parti nazi. Donc, Karl Blessing a participé à tout ça. La fondation financière du parti nazi, c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Karl Blessing a même fait 2 visites à des camps de concentration avec nul autre que Himmler. 2 visites officielles avec Himmler. En avril 1939, Karl Blessing joint le board de la filiale de Unilever, une des compagnies qui a aidé les nazis à
prendre en hégémonie tout l'Europe. Donc ça, c'était un des monopoles aux Pays-Bas, un monopole chimique aux Pays-Bas. Les nazis, donc, ont infiltré et pris possession de ça. En 1940, Karl Blessing va aider donc les Allemands à annexer les Pays-Bas. Parce que en 1939, il avait joint le board Unilever et les Allemands, les nazis, ont annexé les Pays-Bas une année plus tard. Peut-être, c'est sûrement avec l'aide de son aide. Un petit peu. Donc, là, on est rendu dans une parenthèse. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il s'est passé ça. Donc, il s'est passé Karl Blessing, qui a aidé à fonder le parti nazi et qui a aidé le parti nazi à piller l'Europe. Mais il n'y a pas juste lui qui a fait des choses en Deuxième Guerre mondiale. Il y a un certain Hermann Göring. Lui, c'était le chef de la Luftwaffe, la force aérienne allemande, et aussi le ministre en charge du plan industriel de 4 ans du parti nazi. Il fonde pour, évidemment, avoir un approvisionnement en carburant pour sa force aérienne. Ben, il a besoin d'une pétrolière. Donc, il fonde Continental Oil. Donc, Continental avec un K, Oil, O-L, il y a des trémas sur le O, Continental Oil. C'est un des géants pétroliers européens au niveau centre et à l'est de l'Europe, qui exploite des réserves en Europe centrale, dans les Balkans, en Croatie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, proche du fleuve du Danube. Donc, Continental Oil. Qui y a d'autre sur le board? Avec Hermann Göring, le chef de la force aérienne allemande, nazie. Il y a Walter Funk. Il y a Heinrich Budfitch. Donc, Walter Funk, c'est le président de la Reichsbank et ministre de l'économie nazie. Et Heinrich Budfitch, c'est le représentant de IG Farben, qui va être sur le board de Continental Oil. Aussi sur le board de Continental Oil, Karl Blessing. Intéressant. Donc, Continental Oil va avoir un monopole pétrolier assuré par le gouvernement nazi au niveau de toute la chaîne d'approvisionnement et de l'exploitation industrielle du pétrole. C'est un des 3 plus gros utilisateurs d'esclaves dans les camps de concentration nazis. Donc, évidemment, là, je ne vais pas aller dans le complotisme pour voir s'il y a vraiment eu des esclaves, comment que Continental Oil a fait son argent, est-ce que c'était légitime. Je sais pas. Donc, selon l'histoire officielle, c'est un des 3 plus gros utilisateurs, avec IG Farben, d'esclaves durant la période des 2 guerres mondiales. Qui va assurer les services financiers de Continental Oil? Une banque allemande qui s'appelle la Deutsche Bank. La Deutsche Bank avec son président Hermann Abs. Et donc, comme IG Farben, Continental Oil et Deutsche Bank ont profité de crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, du pillage de l'Europe et beaucoup de sang européen pour faire leur fortune corporative. Karl Blessing a participé à tout cela, mais selon les gens de la construction européenne, il représente une nouvelle garde qui signifie la fin du régime nazi. On va voir que certains vont même devenir des nazis résistants nazis. Donc, Karl Blessing finit en prison à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais il a des amis. Alan Dulles de la CIA et Thomas McKittrick, anciennement président de la Bank of International Settlement durant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, en juillet 1945, Alan Dulles de la CIA est
il était pas à la CIA à l'époque. La CIA a été créée après, là, mais il est à l'OSS. Bureau de l'OSS à Berlin. Et c'est Alan Dulles qui est responsable d'écrire les listes blanches de nazis à protéger de la peine de mort de Nuremberg. Donc, ils appellent ça la White List de banquiers nazis. Alan Dulles n'est pas le plus féru dans le domaine, donc il appelle de l'aide son ami banquier Thomas McKittrick de la Bank of International Settlement. Les deux ensemble écrivent non pas une, mais deux listes. Une liste blanche A et une liste blanche B. Donc la liste blanche A, c'est des hauts dignitaires qui ont des distances face au parti nazi. Et donc, on peut les mettre très haut dans la hiérarchie. Il y a très peu de noms dans cette liste-là. Il parle de quelque chose comme 3 noms, dont Ernst Ulss, qui va être représentant de la Reichsbank dans la zone britannique, et aussi va devenir président d'une des banques centrales régionales en Allemagne durant la période post-Deuxième Guerre mondiale, grâce à la liste de l'OSS, Alan Dulles et Thomas McKittrick. Dans la liste B de gens qui étaient un petit peu proches du parti nazi, mais qu'on veut protéger et qu'on veut mettre dans le gouvernement allemand en Allemagne de l'Ouest ou dans d'autres pays qui étaient annexés par l'Allemagne nazie, ben dans cette liste-là, il y a Karl Blessing. Grâce à ce petit coup de téléphone à Alan Dulles, Karl Blessing sera protégé. Alan Dulles a falsifié des faits pour protéger Karl Blessing. Mais il l'a pas mis quand même sur la liste A. Donc ça veut dire que Alan Dulles savait que le dude n'était pas sans tache. Il savait qu'il était radioactif un peu. Il l'a disqualifié pour les postes les plus élevés, mais il l'a quand même mis sur la liste B. À cause de son historique avec Continental Oil. Karl Blessing finira libéré après la mort de FDR Roosevelt parce que Eleanor Roosevelt, la femme de FDR, elle surveillait ce qui se passait au niveau des procès pour les dignitaires nazis et elle voulait pas que Karl Blessing ait un pardon. Ensuite de ça, Karl Blessing retourne à Unilever après avoir été protégé. Et on va même réviser l'histoire. Parce que durant les années 60, on va découvrir qu'en fait, Karl Blessing était un résistant nazi. C'est ça qui est arrivé. 1984. Tandis que Hermann Abs de la Deutsche Bank était littéralement blacklisté par Alan Dulles pour avoir fait les mêmes affaires, avoir fait de l'argent avec les mêmes transactions pétrolières, parce que c'était eux qui géraient les finances de Continental Oil. Hermann Abs avait un ami à la Banque d'Angleterre. Il s'appelle Charles Gunston, qui était directeur. Il n'était pas super haut placé, mais il était haut placé. Et Hermann Abs, président de la Deutsche Bank, va quand même avoir la protection des Anglais. Donc tout le monde essaye de retirer l'expertise des nazis en promettant des protections. Donc les Américains le font. Les Allemands l'ont fait. Les Britanniques l'ont fait aussi. On va protéger Hermann Abs de la Deutsche Bank en échange de son aide pour reconstruire l'économie britannique. Et là, il y a un dude qui pète une coche. Il s'appelle le colonel Bernard Bernstein. Bernstein, pas mal certain qu'il y a une question de gêne là-dedans. Lui, il veut la tête de Hermann Abs. Donc, il fait des demandes d'extradition. Lui, c'est le boss de la division finance de l'armée d'occupation en Europe. Et là, lui, il veut que Hermann Abs passe devant Nuremberg.
la demande d'extradition criminelle sera refusée ultimement. Mais en 1946, il va être quand même arrêté. 3 mois plus tard, il va être relâché de prison. Et Herman Habs, malgré être sur une liste noire de nazis, malgré le fait qu'il y a beaucoup de gens qui le voulaient devant un procès, il n'a jamais été mis en procès. À ce jour. Jamais. Intéressant. Durant les années 60, plutôt que de développer des ententes bilatérales État à État, mano à mano, pour gérer les crises de monnaie au niveau des balances commerciales et de la valeur des monnaies face à l'or, on va vouloir substituer un système d'entente multilatérale. Donc le multilatéralisme est né après la Deuxième Guerre mondiale, après les accords Bretton Woods, dans les années 60, qui va aider à fonder ce multilatéralisme monétaire, la Bank of International Settlement, basée à Bâle, à Basel, en Suisse. Et là, donc, on a un monopole hégémonique dans les années 60. L'Empire américain est constitué et il a un butin de guerre, le plus gros butin de guerre de la planète. C'est démentiel, c'est incommensurable. La Bank of International Settlement et la Réserve fédérale américaine ont à eux deux 80% des réserves mondiales d'or. Donc c'est incroyable. En passant, on a un petit lag. Si ça lag sur vidéo, c'est probablement Cooptel encore. Donc, 80% des réserves mondiales d'or. À l'époque, on est après la Deuxième Guerre mondiale, pendant la reconstruction. Et là, on veut donc stabiliser les prix. Donc, c'est ça. L'Empire anglo-américain a comme mission auto-instituée de stabiliser les prix et la croissance économique. Donc, ils ont ça. C'est ça l'idée. Donc, en 1961, on fonde la London Gold Pool. Donc, le pool d'or de Londres, LGP, qui existe encore en 2024, en passant. Les Américains, l'Allemagne de l'Ouest, la France, l'Italie, l'Angleterre, la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas mettent en commun un pool d'or à hauteur de 270 millions de dollars américains à l'époque. Le but, c'est quoi? C'est donc d'éviter que le prix de l'or Bretton Woods, 35 dollars américains pour un once d'or, s'effondre ou augmente. Peu importe. Donc, on va stabiliser ça avec ce pool-là. Donc, s'il y a quelqu'un qui arrive, il dit « Moi, je veux 50 millions de dollars américains. On va avoir l'argent américain. Et si je veux 50 millions de dollars américains en or, vous allez me retirer aussi. » Donc, c'est à ça que ça sert le pool, dans les deux sens. Donc, mais là, ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui demande 300 millions de dollars, là, il pourrait avoir un problème. Et là, le quelqu'un, c'est juste une abstraction, hein, parce que ça pourrait être le marché. Le marché demande ça. S'il y a beaucoup de gens comme GameStop Rebellion veut des actions GameStop, for whatever reason, ben, qu'on le veuille ou non, le prix de l'action va monter à cause de la demande. C'est la même chose. Donc, qui va gérer le pool d'or de Londres, le LGP, London Gold Pool? La Bank of International Settlement. Encore une fois. Donc, on a, avant la création de l'eurosystème, la création d'un cartel d'or avec une alliance américaine, une alliance française, une alliance allemande, une alliance britannique. Les délibérations de ce London Gold Pool sont secrètes. Autant l'accès
physique aux délibérations de ce pool de Banque centrale d'or, autant l'accès à ce réseau-là est privé que les délibérations, les accords. Donc, il n'y a pas d'accord écrit au niveau de ce pool d'or en Angleterre. C'est un pool d'or, un cartel d'or qui a été fait avec des accords de banquiers centraux et des poignées de main. Et on sait que c'est arrivé grâce au dude qui a été 15 ans à la Bank of International Settlement, qui s'appelle Charles Coombs, dont j'ai décrit tantôt, qui a écrit ses mémoires et qui était présent durant la période des années 60 quand ils ont serré les poignées de main pour valider les accords de ce pool d'or. Donc, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de mémorandum, il n'y a pas de preuve écrite, mais à partir de cette période-là, l'empire, qu'on va dire, européen et ottanien, dirigé par l'élite anglo-américaine, avec des alliés, les élites françaises, francs-maçonnes, les élites allemandes, ces gens-là ont décidé, entre eux, de mettre un pool commun d'or internationaux qui est géré par la Bank of International Settlement, qui a dirigé cet effort politique bancaire, la Banque d'Angleterre, avec l'accord de la Réserve fédérale américaine. Donc, c'est ce qu'on appelle la gestion de la City of London. Donc, c'est eux qui gèrent le pool d'or. Donc, si vous allez acheter de l'or au niveau de la bourse anglaise, de la City of London, vous faites affaire avec ce cartel d'or-là. Donc, éventuellement, un média va ventiler cette information. Donc, j'ai pas inventé ce cartel-là. Il n'y a pas juste Charles Coombs qui en parle dans ses mémoires. Il y a 2 médias mainstream. Donc, ça fait 3 sources différentes. The Times of London va en parler. Et ensuite de ça, The Economist. Les deux vont faire un dossier sur le cartel de l'or à London. Le LGP sera forcé, à partir de ces 2 enquêtes-là, à publier ses livres. Donc, depuis cette période, la Banque d'Angleterre publie dans ses bulletins trimestriels, 4 fois par année, Quarterly Bulletin. Il publie les états financiers du pool d'or, le LGP. Ça s'appelle, en 2024, le Committee on Gold and Foreign Exchange. Donc, quand vous faites de l'argent dans le Forex, vous êtes un corsaire, un privateer, un mercenaire, un entrepreneur, un auto-entrepreneur qui aide à fluidifier les capitaux mondiaux, permettant de faire des balances de paiement commerciales et étatiques à tout moment, peu importe où on est sur la planète. C'est à ça que vous servez. Vous êtes le sang dans le système bancaire international permettant les échanges commerciaux à l'échelle planétaire. Donc, vous êtes des soldats importants dans la chaîne de logistique. Donc, aujourd'hui, on a aussi un comité à la BIS qui gère ça. Ça s'appelle le BIS Markets Committee, qui gère donc le Forex. Donc, le Forex, il y a des règles. Qui gère les règles du Forex? La Bank of International Settlement avec son Markets Committee, dont l'agenda et les délibérations sont à 100% secrètes. La seule chose que vous savez, c'est les règles à travers les plateformes que vous utilisez pour faire du Forex. C'est intéressant, hein, tout ce qu'on apprend en lisant des livres de même que pas beaucoup de monde lise, parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc, ce comité a été opérationnel, le Committee on Gold and Foreign Exchange, durant la panique financière en 1963, après l'assassinat de JFK. Donc, après l'assassinat de John F. Kennedy, il y a une panique boursière qui commence. Et là, on voit le dollar américain qui est en train de s'effondrer. Pour éviter que ça arrive, on veut pas que les États-Unis, la Réserve fédérale, vendent son or.
Les Espagnols avaient fait ça dans la guerre d'Espagne, les anarchistes espagnols avaient fait ça pendant la guerre d'Espagne, et ça avait mal fonctionné. Donc, si tu commences à vendre tes réserves de monnaie étrangère et d'or pour éviter une panique boursière, tu envoies le signal inverse, en fait. Donc, tu vas juste accentuer la panique. Donc, c'est quoi déjà? C'est Charles Coombs? Charles Coombs? Ouais, c'est ça. Charles Coombs, de la Réserve fédérale, avait juste 16 millions de dollars en monnaie étrangère en capitaux pour pouvoir éviter la panique boursière. C'est pas assez. Là, il dit, je peux pas vendre l'or américain. Et là, il a une idée. Il va faire des swaps avec les autres banques centrales dans leur cartel de l'or géré par la BS. Donc, ce qu'ils vont faire, au départ, Charles Coombs va dire, nous avons des liquidités et des protections des securities pour garantir des prêts à hauteur gargantuesque. Il va dire ça, déclarer ça officieusement, sans l'accord des banquiers centraux européens à cause du décalage horaire. C'est la fin de semaine. Et là, au premier moment où les banquiers centraux européens décrochent le téléphone et sont mis en contact avec Charles Coombs de la Réserve fédérale, ils acceptent de garantir les prêts aux Américains pour qu'ils évitent la panique. Parce que s'il y a une panique boursière puis le dollar américain plonge, toutes les autres monnaies vont s'effondrer aussi. Donc, c'est un peu le premier bail-out officiel à l'assassinat de John F. Kennedy, le premier bail-out moderne, c'est cette période-là. Donc, Charles Coombs a gamblé. Il a misé que tous les autres banquiers centraux européens allaient aussi aider les Américains à garantir la liquidité des prêts qu'ils allaient rembourser et des monnaies qu'ils allaient échanger et de l'or que les gens voulaient retirer pour éviter que le dollar américain et le taux d'échange avec l'or restent stables. Le dollar américain tombe et que le taux d'échange avec l'or reste stable. Donc, il a bien misé, il a bien gamblé. En 1961, on a une autre institution qui a été créée parallèlement à ça. Ça s'appelle le GAB. General Agreement to Borrow. Donc, ça c'est une institution, un programme, un accord général d'emprunt accessible à tous les membres du Fonds monétaire international pour empêcher à court terme les fuites de capitaux et l'effondrement des monnaies. Ils ont soumissionné un rapport à la Bank of International Settlement. Ça s'appelle le rapport du Fonds monétaire international de 1964. IMF Report 1964. Dans ce rapport-là, on veut proposer l'obligation aux banques centrales du G10 et du Global Agreement to Borrow d'envoyer toutes leurs données financières de l'économie nationale à la Bank of International Settlement pour prévenir, empêcher qu'il y ait une fuite de capital, une fuite de réserves d'or dans une banque centrale du groupe pour donc éviter que s'il y a une crise, du jour au lendemain, il y ait des États qui disent « Ouais, finalement, les réserves, on disait qu'il y en avait tant, mais on en a genre 10 fois moins. » Fait que là, du jour au lendemain, la crise s'accentue parce qu'on pensait avoir des réserves, mais on en a encore moins qu'on pensait avoir. Donc, ils appellent ça le Early Warning System. Et donc, c'est un ensemble de statistiques confidentielles de chaque économie nationale envoyées à Bâle, à Basel, en Suisse, gérées dans les archives, les banques de données de la Bank of International Settlement. Et donc, c'est comme ça qu'on a l'Empire anglo-américain et l'ABS, la première fondation, qui ont accès à tout ce qui se passe
dans les transactions financières sur la planète. C'est ce qu'on appelle le système SWIFT. Donc ça a été construit en 1961. Et c'est ce qui a été militarisé, weaponisé par l'administration marxiste de Barack Obama. Ça a été utilisé contre les Iraniens, contre les Chinois, contre les Houthis, contre le tsar russe. Et maintenant, ça l'a backfire parce que là, les BRICS sont en train de créer une alternative à ce système que je vous décris depuis 4 podcasts. Même année. « 1964. Le Canada et le Japon ont le droit d'entrer au souper spécial des gouverneurs des banques centrales à Bâle, à Basel, en Suisse. Les gouverneurs des banques centrales à la Bank of International Settlement. Donc ça, c'est la rencontre privilégiée. La rencontre officielle de l'oligarchie de l'Empire anglo-américain moderne. Et le Canada et le Japon deviennent officiellement membres des gouverneurs, du groupe des gouverneurs de l'oligarchie en 1970. 1964, on va avoir la Communauté économique européenne, que j'ai décrit il y a 2 semaines, qui vont mettre en place un nouveau meeting, un nouveau comité. Ça s'appelle le Comité gouvernemental pour coordonner la politique monétaire. Donc, on va monter à un nouveau deuxième fondation. Donc, après la fondation du marché commun de l'acier et du charbon, on s'en va essayer de pousser le système monétaire européen. Ça va être ce comité-là qui va faire ça. Le QG de ce comité pour créer le système monétaire européen va être où? À Bâle, à Basel, en Suisse, à la Bank of International Settlement. En 1965, l'Allemagne va faire un autre entente de paiement pour mettre fin au problème des 2 guerres mondiales. 1965. Donc, entente des paiements de la dette du plan Young. Donc, le plan Young, c'était la dette renégociée des réparations allemandes post-Première Guerre mondiale. Les Allemands avaient emprunté de l'argent pour payer cette réparation-là, les réparations du plan Young. Et là, les nazis, plus tard, ne voulaient pas payer les prêts pour les réparations du plan Young. Et là, en 65, ils font une entente, puis ils commencent à les payer en 96, 31 ans plus tard. Et je pense que les derniers paiements ont été faits un peu avant la COVID. Ça a pris un petit peu de temps. Un petit peu de temps. Retournons maintenant à la Deutsche Bank, Hermann Abs. Hermann Abs va retourner à la Deutsche Bank après la Deuxième Guerre mondiale et il va devenir, comme par magie, un autre résistant nazi qui a su affronter les méchants nazis. Il va devenir un sponsor fondateur de la fondation du conseiller de la Bank of International Settlement, Per Jacobson, qui est un espion, soit dit en passant. Donc, il quitte la fondation, il quitte la banque et il crée sa fondation en 1963. Hermann Abs devient un co-sponsor fondateur. Qui d'autre qui va être co-sponsor de cette fondation? Eugene Black de la Banque mondiale, Thomas McKittrick, ancien président de la Bank of International Settlement, aussi sur le board de la Bank of International Settlement, Roger Auboin, Rudolf Brinkmann, le banquier arien qui avait volé une banque d'un juif, Jean Monnet, le fondateur officiel, c'est pas le vrai fondateur, mais c'est le fondateur officiel de l'Union européenne, et Marius Oltrop, président de la Bank of International Settlement à l'époque en 1963. Donc Hermann Abs revient en poste, se fait des nouveaux amis, devient un résistant nazi et malheureusement il meurt en 1900. Ah! C'est-tu 1994?
pense que c'est 1954. Je pense que c'est 1954, parce que si ça avait été 94, ça aurait été plus loin qu'il aurait été mis son nom. Donc, je pense qu'il est mort en 1954. Je pense qu'il a fait quelque chose comme une crise cardiaque, mais probablement qu'il aurait vécu pas mal plus longtemps que ça. Donc, le Karma a gagné contre Hermann Habs, mais malheureusement, il y a d'autres dignitaires nazis qui vont vivre un petit peu plus longtemps. Dans les années 60, donc, on a des systèmes, le pool d'or, on a un accord général de prêt d'argent, puis on a un comité pour la création de la zone euro. Tout ça qui est en train de se former. En même temps, il y a des petits coquins dans les marchés de monnaie étrangère mondiaux qui veulent faire de l'argent avec les monnaies nationales parce que ce système Bretton Woods est artificiel. Quand tu dis que tu garantis le prix de quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui peut retirer une rente de ça. Donc, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent puis qui peuvent miser contre une monnaie. Et là, ils réussissent à long terme à faire des fortunes et des fortunes. Il y a un dude qui s'appelle George Soros, que c'était son gros fun des années 80-90 de faire ça. Dans les années 60, ça commençait. Donc, la livre sterling est attaquée sur les marchés. 1966. Le cartel de l'or, l'accord général d'emprunt. On va créer encore un nouveau fonds encore plus gros. Donc, en premier, c'est 250 millions de dollars. Là, on va monter à 1 milliard. 1 milliard dans un nouveau fonds commun pour aider la livre sterling à se défendre. 1 milliard. Le gros de l'argent va être levé par la Bank of International Settlement, la Réserve fédérale de New York et la Banque d'Angleterre. 1968, la livre sterling est encore attaquée et le franc français. Pendant que ces deux monnaies-là sont attaquées, il y a une conférence du G10 à Bonn. En Europe. En Bonn, je pense que c'est-tu en Suisse, Bonn? En tout cas. Les Américains, les Britanniques, les Français veulent que les Allemands dévaluent leur monnaie pour aider à balancer ces attaques contre la livre sterling et le franc. Les Allemands veulent pas. Parce que quand ils dévaluent leur monnaie, leur industrie mange de la marde. Parce qu'il n'y a plus personne qui va acheter leur char. Donc, les Allemands refusent. La Bank of International Settlement, son président s'appelle à l'époque Jelle Zylstra. Et là, il provoque un meeting spécial des gouverneurs des banques centrales autour de la Bank of International Settlement. Et là, ils vont plaider un fonds encore plus gros, un troisième. Donc, après 250 millions, on monte à 2 milliards, à 1 milliard, et là, on tombe à 2 milliards. Donc là, à 2 milliards de fonds levés pour aider à combattre, à défendre la monnaie de la livre sterling et le franc. 1969, c'est la fin de la carrière du banquier nazi protégé par l'Empire anglo-américain Karl Blessing. Il prend sa retraite. Il meurt 2 ans plus tard, 1971. Thomas McKittrick meurt en 1970. Donc lui, c'était le président de la Bank of International Settlement pendant que les nazis pillaient les pays européens. Hjalmar Schacht, le premier ministre et de l'économie durant la construction du parti nazi, prend sa retraite en 1963 et meurt aussi en 1970. C'est intéressant, hein? Chapitre 13. The Tower Arises. Donc, c'est la fin de la section gratuite pour voir l'épisode au complet en différé. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, le 2 décembre, si vous écoutez ça en direct, vous êtes les chanceux qui n'avaient pas à débourser 5$ par mois pour voir le podcast au complet. Si vous écoutez en différé, vous pouvez payer ce 5$-là de plusieurs manières. En utilisant YouTube. Donc, vous allez dans la section abonnement, l'onglet abonnement, et vous allez avoir accès à ça, réservé aux membres. Vous allez sur yanrojdi.com, 5$ par mois aussi. Vous allez avoir accès à tous ces podcasts-là. Vous pouvez vous abonner aussi sur yanrojdi.substack.com.
Vous pouvez envoyer des dons via Interac, yann.rochdy@gmail.com. Vous pouvez envoyer des dons par Bitcoin et par Ethereum. Ici, c'est tous les liens sont dans la description du vidéo dans le bas de l'écran. Merci. Sans vous, cher Patricien, je ne peux pas faire ce travail-là. C'est un petit peu difficile de ce temps-ci. Jeudi ou vendredi. Bonne fin de soirée. La Révolution culturelle avec Yann Rochdy. I don't speak French properly, but love from Quebec. Before the stream is shut down, I work for a French-Canadian independent media called Lux Media. Say Civil War, Tim. Drink one shot. Haha. Good luck, good sir. Good luck. And I'll just pull this last chat up. Anybody here read French? Okay, I'll have to do it. La Révolution culturelle, merci beaucoup. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube québécois pour de reviews de... I can't read French very well. D'actualité virale, des exorcismes de Princesse Disney et des résumés de livres chaque semaine. La Révolution culturelle avec Yann Rochdy. Okay, thank you, man. Appreciate it. Send that shit in English next time, though. Dans l'ombre de la nuit, ils convergeaient ici, les nécromanciens avec leur magie noircie. Claire, bobo et sorcière, princesse déguisée, ils invoquent les morts pour leur guerre avisée. Les sorts de morts vivants, leur chant est lugubre pour la bataille finale. Ils se préparent avec ferveur, mais nous les vivants, nous résistons, nous luttons contre leur sombre règne. Nous forgeons notre union. Nous forgeons notre union. Horde de démons succubes et morts sans fin, pour briser la société dès leur but est certain. Gynocratie, gérontocratie, leur cible est claire. Ils cherchent la conquête sans une once de misère. Les vérités cachées, les masques tombent, les âmes perdues révèlent leur sombre compte. Leur but manipuler, diviser, asservir pour un choc de guerre où ils espèrent triompher. Les hordes morts vivants, leur chant est lugubre pour la bataille finale. Ils se préparent avec ferveur, mais nous les vivants, nous résistons, nous luttons contre leur sombre règne. Nous forgeons notre union. Nous forgeons notre union. Oh, ombre et lumière dans cette guerre sans fin. Les morts vivants avancent, mais nous ne cédons pas un pouce, car en notre cœur brûle la résistance. Nos âmes ne plieront pas face à leur existence. Ombre et lumière dans cette guerre sans fin. Les morts vivants avancent, mais nous ne cédons pas un pouce, car en notre cœur brûle la résistance. Nos âmes ne plieront pas face à leur existence. Dans l'obscurité, leur pouvoir semble grand, mais la lumière de la vérité en nous elle se répand. Pour chaque mort invoquée, nous opposons notre vie, car en l'union des vivants, la victoire se profile. Les hordes morts vivants, leur chant est lugubre pour la bataille finale. Ils se préparent
Les hordes de morts vivants, leur chant est lugubre. Pour la bataille finale, ils se préparent avec ferveur. Mais nous les vivants, nous résistons, nous luttons contre leur sombre règne. Les hordes de morts vivants, leur chant est